Voilà, nous voilà prêtes à démarrer ce webinaire. Donc, mille merci à tous ceux qui êtes là. Merci de nous avoir rejoints. Merci de participer. On va essayer de vous proposer quelque chose qui soit à la fois un partage, bien sûr, de nous vers vous, mais aussi, surtout, un échange entre vous et nous, de façon à ce qu'on puisse, comme ça, tricoter quelque chose qui puisse être utile pour chacun de vous, pour chacun de nous, et faire avancer ce sujet tellement important du HP au potentiel, zèbre, surdoué, peu importe le nom qu'on leur donne, avec le milieu professionnel, comment ça peut se jouer, comment ça peut avancer, comment ça peut s'améliorer, comment on peut faire que ces HP, donc ces profils singuliers, ces hauts potentiels, qui ont à la fois une intelligence intense, une sensibilité très développée et une émotivité quelquefois à fleur de peau ou totalement inhibée d'ailleurs, mais ça on en parlera un tout petit peu plus tard. Comment tout ça se combine avec le monde professionnel et comment on peut faire en sorte que chaque haut potentiel intellectuel dans un milieu professionnel, dans une entreprise, dans une institution, se sente confortable, se sente sur son chemin et surtout puisse avoir tous les atouts pour développer très largement qui il est et permettre à l'univers professionnel dans lequel il travaille d'être aussi en adéquation avec toutes les forces et que le haut potentiel peut apporter à l'entreprise et puis peut s'apporter à lui-même, se sentir bien dans sa vie et bien dans sa peau. Avant de passer la parole à Élodie Anthony, je voulais justement vous présenter les personnes qui vont être là aujourd'hui. Donc, moi, je suis Jeanne Thiaufachin, je suis psychologue clinicienne. J'ai fondé les centres Cogitos il y a une vingtaine d'années de cela, qui sont des centres de psychologie intégrative où nous recevons enfants, adolescents et adultes. Et comme un certain nombre d'entre vous le savent, ça fait longtemps que je m'intéresse, que je travaille, que je recherche, que j'écris autour de ces profils de zèbres, de haut potentiel, etc. Avec moi dans l'équipe de Cogitos, donc Élodie Anthony qui va prendre la parole, qui est psychologue du travail, et vous allez voir qu'elle va vous présenter tout de suite des données qu'on n'a jamais montrées, que je ne crois pas qui existent sur le marché en général, qui soit connu en général. Et, et c'est une étude interne, mais Élodie va vous en parler et ça apporte vraiment, vraiment, vraiment des éléments particulièrement pertinents et intéressants pour notre propos d'aujourd'hui. Et puis, vous ne la voyez pas encore, mais vous la verrez bientôt, Sarah Bauer, qui est psychologue dans l'équipe de Cogitos Paris, qui ce soir, pas du tout ce soir, mais pas du tout ce soir, qui aujourd'hui va avoir la mission importante de regrouper l'ensemble de vos questions. Donc, n'hésitez pas à partager dans le fil de commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager vos expériences. Et Sarah, on fera des synthèses et viendra partager à la fin pour qu'on puisse vraiment être dans cet échange. Et puis, Marion Genot, qui, elle, est à comment on peut dire, une activité, une entreprise qui s'appelle Métamorphose. Voilà, qui s'appelle, ça je sais, hein, qui s'appelle Métamorphose et qui s'est engagée avec nous en collaboration avec Cogitos pour justement nous embarquer, vous embarquer et essayer d'aider à la fois les HP dans le monde professionnel et d'aider et d'accompagner les relations humaines, les DRH, les recruteurs, pour employer ce mot que j'aime pas trop, mais ainsi est la vie, et puis les personnes qui sont amenées à travailler avec des HP à se combiner au mieux. Donc voilà, donc c'est là aussi une alchimie entre nous de cette présentation d'aujourd'hui, et on va commencer tout de suite par Élodie. Élodie, bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc moi, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'était donc les résultats de cette étude, de cette enquête,
que nous avons mené donc chez Cogitose et qui met en évidence, des points particulièrement intéressants par rapport aux personnes à haut potentiel intellectuel dans le monde du travail, dans le monde professionnel. Alors, comment nous avons procédé pour mettre en évidence ces aspects? En fait, nous avons eu recours à un questionnaire que nous avons envoyé donc à des personnes, qui sont, abonnées à la newsletter Cogitose et ce questionnaire était présenté comme un questionnaire, on va dire, sur le vécu et le ressenti dans le monde du travail de manière générique. Et à la fin de ce questionnaire, on posait une petite question, qui n'est pas anodine du tout, qui était de savoir si les personnes avaient, déjà passé, un test de type bilan psychologique et cognitif, c'est-à-dire qui permet de repérer, d'identifier le haut potentiel intellectuel, puisqu'aujourd'hui, le seul moyen de repérer, ce haut potentiel intellectuel, c'est donc la passation de ce test. Donc à la fin du questionnaire, il était demandé aux personnes si elles l'avaient fait ou pas et si elles l'avaient fait, quel avait été le résultat de ce test. Et cette question en fin de questionnaire nous a permis de regarder les différences, les écarts de ressenti, de vécu dans le monde du travail entre ces personnes à haut potentiel intellectuel et ces personnes qui n'étaient pas à haut potentiel intellectuel. Et donc, ce sont ces résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. On a travaillé sur une base assez importante puisqu'il y a eu près de 800 réponses à cette étude par enquête. Donc, nous allons voir ensemble les principaux résultats. Et le premier point qui est ressorti, en termes de différence entre les profils à haut potentiel intellectuel et les autres profils, était que 73 des personnes à haut potentiel intellectuel nous disaient qu'elles aimaient tout à fait résoudre des problèmes complexes et en particulier dans le monde du travail, contre seulement 39 chez les autres profils. Donc ça montre vraiment une véritable appétence, un véritable goût de ces profils-là pour la complexité, pour la résolution de situations où il faut vraiment mettre en jeu sa réflexion, où il faut vraiment cogiter, se poser des questions, chercher. Et ça, c'est un véritable point d'appétence chez ces profils-là. Le deuxième point qui est ressorti, c'était un point qui était lié à l'ouverture, on va dire, à ce qui était peut-être moins connu, aux situations qui étaient peut-être moins maîtrisées. Et cette ouverture-là était plus forte chez les profils à haut potentiel intellectuel. 55 seulement des personnes à haut potentiel intellectuel disent qu'elles aiment avoir un travail prévisible avec des consignes claires, alors qu'on est à 76 des personnes qui ne sont pas à haut potentiel intellectuel. Cet écart-là montre donc une plus grande ouverture des personnes à haut potentiel intellectuel sur les situations où en fait il va falloir un petit peu inventer, où il va falloir s'adapter, où il va falloir peut-être réinventer la manière de travailler et faire selon ce qu'on arrive à attraper de la situation et selon sa propre initiative dans une certaine mesure. Donc ça, c'était le deuxième point d'écart important qui nous semble intéressant par rapport notamment au monde du travail actuel et à son évolution rapide. Et le troisième point qu'on a également noté, c'était que 56 des personnes HPI nous disaient se fier tout à fait à leur intuition. Contre 39 des non-HPI. Ce qui veut dire, donc l'intuition, c'est un peu cette capacité à voir ou à appréhender des solutions sans forcément qu'on soit bien apte à démontrer les choses de manière rationnelle. Et donc, les HPI disent plus facilement utiliser une forme de vision synthétique, un petit peu fulgurante parfois, de ce que pourrait être la solution à certains problèmes ou à certaines situations. Et ça nous semble également particulièrement important dans le contexte du travail. Donc ces trois points-là, qui sont ressortis en termes de différence, mais ce n'est pas tout. Si on va plus loin, on relève aussi des points qui peuvent provoquer un certain sentiment de décalage des personnes à haut potentiel intellectuel par rapport au monde du travail. Et le premier point, et alors je ne sais pas si ça va peut-être battre en brèche une idée reçue ou pas, mais en tout cas, les personnes à haut potentiel intellectuel, beaucoup plus que les autres, craignent de ne pas être assez compétentes pour les tâches qu'elles ont à faire. Vous voyez là dans le résultat, on monte à quasiment la moitié des personnes à haut potentiel intellectuel qui, dans l'enquête, disaient que dans le travail, elles craignaient de ne pas être assez compétentes, contre seulement 21 des personnes non HPI. Donc, ce manque de confiance en soi dans le travail, il est
on va dire, on le retrouve beaucoup plus fréquemment, contrairement à ce qu'on pourrait croire a priori, peut-être, chez ces personnes à haut potentiel intellectuel que chez les autres. Alors même qu'on sait que au plan intellectuel, elles ont ces capacités aiguisées de résolution de problèmes, ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Deuxième point, elles sont légèrement moins nombreuses, ces personnes HPI, à dire qu'elles ont tout à fait de très bonnes relations avec leurs collègues. 26% disent cela contre 39% des personnes non HPI. C'est leur perception des choses. On verra qu'effectivement, parfois, elles peuvent se sentir un petit peu en décalage relationnel par rapport aux personnes autour d'elles, et notamment dans le monde du travail. Et puis, dernier point, elles étaient un petit peu plus nombreuses, ces personnes HPI, à dire qu'elles s'étaient déjà senties réellement épuisées psychologiquement à cause du travail. Cela aussi, en fait, on peut le comprendre parce qu'on a vu qu'elles étaient plus ouvertes à des situations inconnues, où il fallait un petit peu réinventer les normes. On sait aussi que les profils à haut potentiel intellectuel sont très engagés de manière générale dans leur travail, dans leurs activités, qu'ils aiment résoudre les problèmes complexes. Et cette forme d'hyperadaptabilité, on peut se poser la question si c'est pas ça qui provoque cette sensation de pouvoir parfois ou de s'être sentir réellement épuisé psychologiquement à cause du travail. Donc sans doute peut-être une plus forte sensibilité ou porosité entre guillemets à la possibilité du burn-out chez ces personnes à haut potentiel intellectuel. Donc on voit qu'elles ont énormément d'atouts, mais qu'il y a aussi certains traits qui peuvent provoquer de l'incompréhension ou du décalage, et puis un manque d'estime de soi et de confiance en soi qui est présent malgré les nombreuses qualités de ces personnes. Voilà pour les points essentiels que nous avons dégagés de cette étude. Merci beaucoup, Élodie. Et effectivement, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que dans le fond, on a eu cette opportunité avec ce vivier de ressources à Cogito, c'est-à-dire, comme tu l'as bien expliqué au démarrage, des adultes qui sont venus pour faire des bilans pour des tas de raisons et qui ne se sont pas avérés avoir un haut potentiel intellectuel, et celles qui ont été clairement identifiées comme des personnalités à haut potentiel intellectuel, de leur ressenti par rapport au monde du travail. Je trouve que c'est très pertinent parce qu'on voit bien toutes les zones de force et aussi toutes les zones de vulnérabilité, mais qui se combinent en permanence, c'est-à-dire qui sont pas forcément très stables et qui sont très dépendantes dans le fond et de la personnalité individuelle de chacun, ce qui est heureusement tout à fait attendu, mais aussi du contexte professionnel dans lequel va évoluer le HP et la façon qui va lui être possible d'exprimer la réalité de ce qu'il est, plutôt que de tenter en permanence de se fondre ou de se confondre ou de s'adapter, de s'ajuster et d'être dans cet effort continu qui, comme tu le disais, peut amener à cet épuisement très caractéristique, de s'adapter en continu pour tenter d'être sûr d'être à sa juste place. Et c'est vrai que je trouve ça particulièrement touchant dans le cadre de ces résultats, toute cette partie-là autour de ce qu'on a l'habitude d'appeler en psychologie le sentiment d'imposture, comme si dans le fond, pour certains HP, les choses semblent si faciles et si simples qu'ils se demandent en permanence s'ils ne devraient pas faire plus, s'ils ne devraient pas faire mieux. Et tout ça très entremêlé, intriqué, avec une forme d'exigence de perfection qui peut les mettre dans un déséquilibre à l'intérieur d'eux-mêmes et qui ne sera pas perceptible par l'extérieur et qui du coup créera à l'intérieur de la personne ce fameux sentiment de décalage qui est vraiment quelque chose qui ressort, j'allais dire toujours, mais j'aime pas employer ce genre d'adverbe, quasiment systématiquement. Je vais mettre une petite nuance dès lors qu'on rencontre une personnalité à haut potentiel. Vraiment le sentiment de décalage et probablement la plainte, si on peut parler de ça, si on peut employer ces mots, ces personnalités à haut potentiel. Donc, mille merci, parce que vraiment, je trouve que ce sont des données précieuses et merci d'avoir
engager cette étude et d'avoir pu en tirer toutes ces informations très importantes pour qu'on avance autour de ces personnalités et d'une bonne adéquation entre eux, le monde professionnel et peut-être le monde tout court, d'ailleurs, dans le fond. Très bien. Alors Jeanne, tu nous as déjà un petit peu esquissé certaines caractéristiques du zèbre. Zèbre qui est un mot que tu as créé et qui est rentré cette année au Larousse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces caractéristiques et les modalités de fonctionnement de ces zèbres et de ces HPI au potentiel intellectuel? Oui, je pourrais en dire tellement en fait. Donc, mon grand défi, ça va être d'essayer de le faire de façon synthétique. Je vais essayer. Alors, je vais essayer en disant dans un premier temps que pour bien comprendre cette espèce de profiling finalement, et pardon, parce que je vais bien sûr évoquer un certain nombre de généralités et que chaque individu est unique et que chacun a ses propres singularités de fonctionnement, mais dans notre métier, quand il s'agit de diagnostic, on parle de tableau clinique avec un certain nombre de signes qui permettent de poser un diagnostic. Quand il s'agit d'identification, puisque d'être HP n'est pas une pathologie et donc pas un diagnostic, on a également un certain nombre de signes qui vont nous permettre en les combinant, de pouvoir déterminer si effectivement on est en présence d'un profil de haut potentiel intellectuel ou de zèbre, une fois encore, peu importe le nom qu'on leur donne. Et ce qui veut dire deux choses très importantes, c'est il n'est pas utile d'avoir toutes les caractéristiques pour pouvoir être identifié comme zèbre, mais surtout, il ne suffit pas d'avoir une seule caractéristique pour s'autoproclamer zèbre. Hein, et ça, c'est très important de le préciser parce que ça peut aller très vite au niveau de cette envie quelquefois d'être rassuré et on se dit ah bah tiens je suis comme ci donc je suis comme ça, c'est beaucoup plus compliqué et heureusement nous les psychologues nous faisons un métier beaucoup plus complexe et pour pouvoir, comme le disait Élodie Anthony à l'instant, pour pouvoir déterminer si la personne a un profil à haut potentiel, on va toujours combiner, et là j'emploie toujours, on va toujours combiner à la fois une évaluation du mode de fonctionnement intellectuel de la personnalité, c'est-à-dire quelle est la nature de l'intelligence avec laquelle la personne fonctionne, et tous les mécanismes qui sous-tendent les processus de l'intelligence, mais aussi, presque peut-être surtout, on va l'intriquer avec les facettes de la personnalité, de la dynamique émotionnelle et du fonctionnement affectif, parce que sinon, ça ne veut strictement rien dire, et on ne va pas continuer à être dans ces perspectives cartésiennes où on coupe les personnes en deux, avec d'un côté la tête et de l'autre côté le cœur. On sait aujourd'hui très bien, et les travaux neurobiologiques actuels, initié en particulier par Antonio Damasio, qui est ce grand professeur de neurobiologie qui dirige le laboratoire de recherche sur les émotions en Californie du Sud, qu'on ne peut pas être intelligent sans émotion. Sans émotion, on peut prendre des décisions qui peuvent s'avérer dangereuses pour nous et pour les autres. Sans émotion, il n'y a pas de pensée qui peut se combiner. Donc, et encore un mot en amont, pardon, d'introduction, c'est que l'intelligence est vraiment interligérée au niveau de l'étymologie. C'est-à-dire, c'est faire des liens en permanence. Et c'est faire des liens entre, bien sûr, les composantes cognitives, intellectuelles de notre fonctionnement, mais faire des liens avec nos compétences émotionnelles, ce que on a souvent tendance à appeler l'intelligence émotionnelle, hein, peu importe là encore le nom qu'on lui donne, mais donc de faire le lien avec les compétences émotionnelles, de faire le lien avec les compétences prosociales, la capacité à être en relation. Donc l'intelligence, finalement, c'est comme un chef d'orchestre avec tous les instruments et les voix qu'il doit diriger, et selon les contextes, selon les environnements, selon les moments, eh bien, il y a certains instruments, certains organismes qui vont jouer plus, certains musiciens, voilà, chercher le moment, certains musiciens qui vont être plus présents dans la symphonie. À d'autres moments, ils vont être en recul. Et c'est ça l'intelligence, c'est cette espèce de mobilité, de flexibilité constante qui relie sans interruption
toutes les facettes de notre fonctionnement, aussi bien notre fonctionnement intellectuel, notre fonctionnement émotionnel, notre capacité de penser, notre capacité à ressentir, notre capacité à voir, notre capacité à être en lien, toutes ces formes que Howard Gardner appelait intelligence, mais qui sont en psychologie plutôt des compétences. Et si j'en reviens, je n'ai pas oublié ta question, si j'en reviens à comment on pourrait rapidement caractériser le haut potentiel, on pourrait finalement déterminer 3 grands piliers, c'est-à-dire effectivement l'intensité de pensée. L'intensité de pensée, c'est-à-dire une puissance au niveau de l'intelligence, une pensée qui va vite, une pensée qui est rapide, et ça, on a pu le voir avec les IRM fonctionnels, c'est-à-dire que d'une part, entre le fait de capter des informations dans l'environnement avec les 5 sens et la rapidité avec laquelle ces informations arrivent au cerveau, ça va 2 fois plus vite c'est ça ce que disent les études, entre une personne qui aurait 140 de QI et une personne qui aurait un fonctionnement habituel, ça va 2 fois plus vite. Donc ça veut dire qu'on capte 2 fois plus d'informations. Ensuite, dans le cerveau, la transmission des informations dans les différentes aires cérébrales va aussi de façon est transmise aussi de façon beaucoup plus rapide. Donc ça donne une grande richesse d'interconnectivité cérébrale qui est une des caractéristiques également, c'est que les aires cérébrales sont archi-connectées, donc ça donne ce cerveau, d'ailleurs en consultation, quelquefois ça arrive que des patients peuvent dire « mais moi j'en peux plus d'avoir mon cerveau toujours en marche, j'aimerais avoir le bouton stop pour que ça s'arrête ». Mais ça c'est vraiment lié à cette association de bienfaiteurs, qui quelquefois peut être douloureuse, mais de bienfaiteurs entre la rapidité de captation des informations et la rapidité avec laquelle ça circule, l'hyperconnectivité, et puis là, entre la partie frontale de notre cerveau, qui est la zone du cerveau exécutif, qui est la partie la plus élaborée de notre cerveau humain, qui analyse, qui met en perspective, qui mémorise, qui hiérarchise les informations, et là, les lobes pariétaux qui distribuent les informations dans le cerveau, il y a un gros réseau de neurones très très dense, comme un gros câble avec beaucoup de myéline, c'est-à-dire de substances blanches, qui donne une très grande densité à la rapidité des informations qui transitent de l'arrière à l'avant du crâne et réciproquement. Donc on comprend bien que c'est une première caractéristique qui est cette puissance de pensée qui va donner, comme le disait Élodie dans son introduction, énormément de précognition, c'est-à-dire que tout va très vite. Et donc, quand tout va très vite, on peut comprendre avant que les choses soient réellement décortiquées. Et donc, une intuition souvent fulgurante. Et l'intuition, c'est pas magique. L'intuition, c'est pas un truc de barrer et d'illuminer. L'intuition, c'est cette rencontre entre la capacité de se saisir très rapidement des informations en présence, de les intégrer aux connaissances, aux compétences qui sont déjà emmagasinées en mémoire, qui s'additionnent à l'analyse extrêmement précise et souvent à 360 degrés de ce que l'on comprend de l'événement ou de la situation, et bien sûr qui va venir s'alimenter aux émotions. Je viens là, on ne voit pas mes mains complètement, mais je vais dans le ventre, dans les tripes, puisque c'est le deuxième cerveau, le cerveau du ventre, où beaucoup de choses se jouent. Donc ça va venir en alchimie avec tout ce qu'on va ressentir émotionnellement. Et c'est comme un précipité chimique, comme on l'apprend quand on est en classe, c'est que tout d'un coup, ça fait psh, et tout semble clair, tout semble lumineux, tout semble évident. Mais comme ça monte en quelques millisecondes au cerveau plus conscient, plus analytique, dès que ça arrive au cerveau, tout de suite, c'est le plus souvent balayé par notre système rationnel qui se dit « mais non, c'est pas possible, ça doit être ça, il faut que je m'assure que c'est la bonne réponse, que c'est la bonne façon de comprendre, et puis si c'était vraiment une bonne idée, quelqu'un l'aurait déjà trouvé, etc. » Donc il y a vraiment ce combo gagnant entre l'intensité, la rapidité, l'hyperconnectivité, la fulgurance, l'intuition et
la capacité à penser à la fois de façon très globale, très englobante, c'est-à-dire très arborescente, puisque une idée va entraîner une autre idée, qui va entraîner une autre idée, qui va entraîner une autre idée. Donc, c'est une pensée qui se déploie à très grande vitesse, et c'est bien sûr une image, et pas du tout un modèle biologique. Et la capacité de flow, c'est-à-dire la capacité de concentration intense et d'être à fond sur une tâche, et donc de déployer une énergie de pensée, une puissance de pensée particulièrement importante. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette balance qui va donner une balance entre une très grande créativité et de très grandes possibilités de réalisation, de transformer le potentiel en talent et en performance. Quand c'est le cas. Du coup, tu parlais de 3 choses, intensité de la pensée. Alors, la deuxième chose très importante, c'est tout ce qui touche à l'intensité autour de l'hypersensibilité, c'est-à-dire que chaque zèbre est hypersensible, mais tous les hypersensibles ne sont pas des zèbres, hein, puisque on en parle beaucoup en ce moment. Voilà, c'est à la mode de parler d'hypersensibilité, et tant mieux, mais l'hypersensibilité, tout le monde est sensible, hein, de toute façon, et on a tous des seuils de sensibilité pour différentes choses qui peuvent être plus ou moins élevées. L'hypersensibilité, c'est un grand monde où chacun peut s'y retrouver, et puis tant mieux si ça rassure chacun, c'est bien. Qu'est-ce que c'est précisément du coup cette hypersensibilité? Alors l'hypersensibilité, déjà, ça touche entre 20 et 30% d'après ce que l'on sait, même si l'hypersensibilité, c'est pas quelque chose qui est validable. Je ne crois pas que le mot existe, mais on n'a pas de test d'hypersensibilité. Ça n'existe pas, les tests de QE, par exemple. Hein, qu'on soit bien d'accord, ça n'existe pas. On peut avoir des échelles et des approches pour comprendre le fonctionnement émotionnel et le fonctionnement de la sensibilité, mais on ne peut pas faire d'études parce qu'on n'a pas d'échelle qui soit validée scientifiquement. Mais on considère que ces 20-30%, c'est les personnes qui sont vraiment à fond là-dedans, comme Hélène Aron aux États-Unis, par exemple, qui a été la pionnière à s'intéresser à l'hypersensibilité, qui parle de ce chiffre-là. Et chez les HP, on est à 2,3% de la population. Donc il y a quand même un sacré écart. Et en revanche, le HP, comme le disait Elodie Anthony tout à l'heure, et comme je l'ai redit, on fait des bilans, et ça, on a une mesure. Voilà, une mesure, ou en tout cas une clarification, même si un QI n'est jamais un diagnostic, mais en tout cas une identification qui peut permettre de faire des travaux de recherche d'ailleurs. Et donc la deuxième particularité, c'est l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la porosité à l'environnement. C'est vibrer d'une certaine façon au moindre murmure du monde. L'hypersensibilité, ce n'est pas exclusivement, loin s'en faut, l'émotivité. L'hypersensibilité, ça veut dire qu'on peut voir avec la vue ce que les autres ne voient pas, on peut entendre ce que les autres n'entendent pas, on peut avoir des perceptions kinesthésiques, hein, du toucher beaucoup plus fin, et à ce moment-là un rapport aux matières tout à fait singulier, un goût, un nez, un odorat très développé, où on va continuer à se servir de l'odorat pour capter des informations sur le monde. C'est ça la sensibilité. La sensibilité, c'est vraiment le fait qu'on a moins pas de protection, c'est pas un bon mot, mais d'écran d'une certaine façon. C'est la porosité. Oui, c'est ça, c'est la porosité. Oui. Donc ça, c'est l'hypersensibilité. Et puis, il y a le troisième volet, parce que je n'ai pas oublié non plus le troisième volet, qui est effectivement le monde émotionnel et l'intensité émotionnelle. Parce que oui, on retrouve d'une façon générale chez les HP et chez les zèbres de tout poil une intensité émotionnelle. Ce qui peut donner quelquefois de la réactivité émotionnelle, c'est-à-dire que la moindre petite broutille peut déclencher un cataclysme émotionnel, le moindre regard. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on a pu montrer, alors, chez les hypersensibles, je fais un tout petit looping arrière, et je parle bien des hypersensibles, on a pu montrer, par exemple, il y a des recherches qui se sont intéressées à la sérotonine. Tu sais, la sérotonine, qui est cette hormone singulière qui nous permet de nous sentir bien. Eh bien, on a montré que chez les hypersensibles, alors on l'a montré chez des babouins, mais parce que c'est plus compliqué de faire des prélèvements de sérotonine chez les humains, mais on sait que les babouins ont beaucoup de caractéristiques, des caractéristiques proches de l'homme, et que la moindre brimade, par exemple, chez les babouins, faisait chuter de 80%
le taux de sérotonine. Ce qui peut tout à fait expliquer, même si on ne peut pas le plaquer sur les humains non plus aussi vite, parce que ça serait trop simpliste, que ce qui peut expliquer tous ces up and down, cette sensation qui est souvent décrite par les adultes à haut potentiel, d'être dans des manèges russes, hein, dans des montagnes russes, et tout d'un coup d'être émerveillé et d'avoir une espèce d'exaltation joyeuse sur quelque chose, et l'instant d'après, d'être totalement déprimé parce que y a une feuille morte qui est tombée et que ça a fait des associations d'idées très vite sur des choses plus compliquées de l'existence. Donc cette hyper-émotivité, et c'est un peu comme la pensée englobante en arborescence et le flow. C'est-à-dire que soit elle est très déployée, très exacerbée, cette émotivité, soit au contraire, elle est complètement inhibée, et on peut trouver des profils à haut potentiel, et ça j'insiste, on peut trouver des profils à haut potentiel intellectuel qui semblent ne vivre aucune émotion, parce qu'ils se sont tellement barricadés depuis si longtemps qu'on a l'impression qu'ils sont désaffectivés, qu'ils sont vidés de leur sel. Ouais, voilà. Et ça, c'est hyper important. Et le dernier petit truc à rajouter du côté des émotions, c'est évidemment l'empathie. Je ne peux pas ne pas parler d'empathie, qui est cette capacité à ressentir les émotions des autres, et où c'est très important d'apprendre à réguler son empathie, parce que c'est formidable de repérer les émotions des autres, parce que ça permet de se synchroniser, hein, tout ça avec les neurones miroirs, qui probablement, il y a des études en cours, sont plus importants chez les HP que dans la population tout venante. Et puis, on a pu montrer, il y a des études très intéressantes autour de la contagion émotionnelle, qui ont montré que plus on était justement synchronisé avec nos neurones miroirs sur l'autre, et plus on développait ces capacités d'empathie qui sont tellement naturelles chez les HP, ou pas du tout, hein, on a toujours ce double aspect, plus on était charismatique. Le charisme, ça vient de cette capacité à transmettre et à ressentir les émotions des autres, ce va-et-vient. Et ça, le charisme, on va le retrouver énormément dans les profils de HP, et en particulier dans les entreprises. Bon, ça fait un très bon lien. Merci, Jeanne. Alors, tu as beaucoup contribué, on le sait, à faire connaître justement ces profils HPI et ZEBRE, mais tu n'avais jusqu'à présent pas tant parlé que ça de ces profils en entreprise. Qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est important et intéressant de regarder maintenant ce qui peut se passer pour ces profils en entreprise, et en quoi éventuellement ça peut être justement une alchimie heureuse, comme tu le disais en titre du webinaire sur l'arrivée sur Zoom. Qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est le bon moment d'aller porter cette thématique en entreprise? Alors, ça fait quand même de par mon métier, de par les équipes chez Cogetos avec lesquelles je travaille, et les psychologues qui rencontrent les HP en consultation, en bilan de compétences, et dans les accompagnements, dans les groupes qu'on peut mettre en place, ça fait longtemps qu'on se voit, hein, ça fait longtemps. Voilà, ça fait quand même un petit raccourci. Voilà, un petit raccourci. Voilà, ça fait très longtemps, bien évidemment, qu'on se préoccupe, qu'on est attentif, et qu'on essaye de mieux cerner qu'est-ce qui peut faire souffrance dans le milieu professionnel, qu'est-ce qui, à l'inverse, peut être un moteur incroyable de déploiement, d'épanouissement, de bien-être au travail, parce qu'on peut aller jusque-là, et de plaisir à produire, à fonctionner, à créer, à travailler. Mais c'est vrai que je m'étais, moi, jamais placée du côté de l'entreprise, ce qui est l'objet de notre collaboration, de comment on peut aussi aider et apporter dans le milieu de l'entreprise et dans le milieu professionnel je ne sais pas comment dire d'ailleurs, mais un éclaircissement, une possibilité de mieux comprendre ces profils-là, de ne pas les confondre soit avec des performants, soit avec des paresseux, avec des emmerdeurs, ou avec des leaders, avec des chochottes qui pleurnichent, ou avec des durs à cuire qui n'ont peur de rien, mais de se rapprocher de ces profils-là dans toute leur richesse, leur diversité, leur singularité, parce que
moi, je crois intimement au creux de mon ventre à moi que les HP, les zèbres sont comme tu l'avais mis toi dans ton titre, des pépites pour l'entreprise, mais des pépites au sens de ce jaillissement, au sens de ces possibilités, au sens de peut-être quelquefois de ces pierres précieuses qui sont encore pas suffisamment polies. Pas tout à fait taillées, ouais, mais qui en même temps sont un trésor. Voilà. Et qui sont un trésor pour eux surtout, parce que bon, moi je m'intéresse toujours à l'individu, mais bien sûr je m'intéresse au groupe. Tu vois, donc j'aime bien cette idée-là de comment on peut les faire briller, et comment ils peuvent briller pour eux-mêmes, et comment ils peuvent briller pour l'entreprise. Et c'est vraiment des personnalités, ça me donne la chair de poule d'en parler, ce sont des personnalités qui peuvent, pardon pour ma terminologie courante, mais s'éclater dans les entreprises et éclater leurs employeurs, parce que c'est des, comment dire, des trésors de concentré d'énergie, d'énergie de travailler, d'énergie de penser, d'énergie de créer, et puis d'être attaché à des missions. C'est pour ça que souvent, avec ces personnalités-là, il est important de ne pas être dans des process et dans des comment dire, de décortiquer des tâches en mille et un morceaux, mais plutôt d'être dans des missions plus globales dans lesquelles ils vont pouvoir s'engager, parce que alors, quand ils ressentent une forme de liberté encadrée, on va dire, parce que dans le monde professionnel, il y a bien sûr un cadre, ils vont pouvoir exprimer toutes ces réserves de leadership et de créativité qu'ils ont. Et la créativité, c'est évidemment pas faire de la peinture sur soi ou du macramé. La créativité, c'est générer des idées nouvelles. Elodie et Anthony en parlaient tout à l'heure, c'est la capacité d'ouverture très importante. Et la capacité d'ouverture, c'est comme ça qu'on fait avancer, j'oserais presque dire, le monde d'aujourd'hui. On a besoin de visionnaires. On a besoin, comme le dirait Olivier Revol, de sentinelles, de personnes qui sont capables de voir au loin, et de voir loin, de voir à 360 degrés, de voir en 3D, c'est-à-dire souvent les HP racontent que quand ils sont dans une situation, à la fois ils vivent la situation et à la fois ils sont au-dessus et ils observent ce qu'ils sont en train eux-mêmes de vivre et ce qui est en train de se passer alentour. Mais quelle richesse, mais quel apport incroyable. Et comme c'est important que, les HP se sentent bien dans leur peau, bien dans leur basket, pour bosser dans la vie en étant alignés avec ce qu'ils sont, et deux, quel bonheur pour les entreprises d'avoir des collaborateurs qui ont ce mode de fonctionnement, parce que oui, l'alchimie peut être tellement magnifique, tellement heureuse. Super. Merci Jeanne pour tous ces éléments qui, on sent la passion dans tes tripes. Là, moi qui suis à côté de toi, tu parlais de la chair de poule, mais je sens ces vibrations. Et donc, peut-être qu'une des choses dont tu parlais et que je retiens aussi, c'est cette juste place. C'est comment trouver cette juste place justement pour pouvoir briller. Alors, je vois que le temps file et on va laisser du temps pour les questions tout à l'heure. Si ça te va, je te propose de partager avec toi ce que j'ai pu voir moi en tant que manager, puisque j'ai passé 20 ans en transformation digitale dans les entreprises et puis maintenant je suis coach et j'accompagne les HPI. Et il me semble que moi, il y a deux éléments majeurs que tu as évoqués et qu'Elodie a évoqués qui sont des atouts à prendre en compte de ces HPI. Le premier, ça va être leur capacité à naviguer dans le complexe, dans cette complexité. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est important, c'est déjà de faire la différence entre le compliqué et le complexe. Parce que parfois, c'est un peu confondu. Donc, le compliqué, ça va vraiment être quelque chose qu'on va pouvoir maîtriser si on y met le temps et les moyens. Alors que le complexe, ça va toujours nous échapper, il va toujours y avoir quelque chose qu'on ne va pas pouvoir tenir. Saisir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, les HPI vont être super bien équipés pour aller appréhender ce complexe. Parce que autant le compliqué, ça va être de l'ordre de l'analyse, on va aller chercher des experts, on va s'intéresser aux bonnes pratiques. De l'autre côté, sur le complexe, on va plutôt être obligé d'aller tirer sur l'intuition. Et tu en parlais tout à l'heure, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui caractérise les HPI. On va aller plutôt regarder du côté de l'expérience et puis surtout des pratiques émergentes. Et ces pratiques émergentes, on a vu aussi avec Elodie ce que tu nous as dit,
c'est quelque chose qui attire les HPI, notamment parce qu'ils ont ce côté pionnier et qu'ils aiment explorer, en fait. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a Dave Snowden qui a beaucoup écrit sur cette complexité, vous pourrez trouver des choses là-dessus. Il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup élaboré sur ce sujet, je trouve que c'est très intéressant par rapport à la thématique des HPI, c'est Edgar Morin, bien sûr. Qui, lui, parle de la nécessité de changer de paradigme. Mais il danse tellement bien, Edgar Morin. Mais j'ai dansé avec Edgar Morin à 96 ans ou 18 ans. J'ai dansé avec lui, cet homme est incroyable. Et donc justement, il danse avec les paradigmes. Mais c'est pour ça que je dis ça, il danse avec les paradigmes. Et il parle aussi de reliance, et on en parlait tout à l'heure sur ce que tu disais sur l'intelligence et la capacité à faire des liens. Les HPI ont cette capacité à remettre les choses en perspective, à avoir des prismes qui se rejoignent, et donc pour cette complexité, c'est clé. Après, ce que j'ai pu observer quand j'ai travaillé sur la transformation, c'est bien sûr ce besoin d'innover. Et il y a des choses qui ont été écrites par Clayton Christensen, qui sont très intéressantes, puisqu'il a interrogé plein d'entreprises comme Salesforce, Apple, Amazon et leurs dirigeants. Et en fait, il en a tiré 5 gènes de l'innovation qui sont complètement en lien avec les gènes de l'innovation. Il appelle ça comme ça, c'est son titre. Oui, mais là, ça me fait bizarre, moi. Non, c'est pas de l'eugénisme. Hein, d'accord. Non, mais en fait, il dit que les innovateurs ont tous en commun 5 caractéristiques. D'accord. La première, c'est la capacité à faire des associations. Et donc, on en revient à la notion de lien et de mettre tout en relation. Ensuite, la capacité à se questionner. Et on sait combien les HPI aiment se remettre en question et prennent rien pour acquis, ce qui peut parfois poser souci. Oui, mais et se questionner et questionner le monde. Et questionner le monde, oui, voilà. ça, c'est particulièrement important. C'est-à-dire de manière constructive, en fait. C'est-à-dire pas prendre les choses telles qu'elles sont, mais comme aussi elles pourraient être, et faire des pas de côté pour regarder aussi les choses autrement. Exactement, pour aller plus loin, en fait, pour pousser les limites. La quatrième caractéristique en innovation qu'il propose, c'est la capacité à observer. Pardon, la troisième, c'est l'observation. Et on a vu que par leur hyperacuité, leur hypersensibilité, en fait, ils vont aller trouver et observer ce que les autres n'auront pas forcément vu. La quatrième, c'est le réseautage. Comme ils sont curieux et qu'ils aiment... la mise en lien, tu veux dire. Non, le réseautage, il dit lui. La capacité à être en réseau. Le réseautage, c'est pas un terme un peu américanisé. Enfin bon, bref. Ouais, c'est le réseau. Non, mais ça, c'est important. Tu vois, ouais, mais c'est important parce que... D'ailleurs, ça me fait penser aux zèbres, aux vrais zèbres dans la savane, qui ne peuvent vivre qu'en tribu. C'est ça, tu vois. Et c'est ça, c'est que je trouve que c'est intéressant ce point-là que tu développes, parce que la capacité à être en lien, le besoin de lien est très fort chez les HP, mais quelquefois, ils peuvent se couper des liens parce qu'ils ont peur d'être blessés par l'autre, tellement ils ont des valeurs absolues. La volonté de justice. Voilà. Et alors que le besoin de lien est très important et que quelquefois, il faut les accompagner pour qu'ils puissent faire des liens d'une certaine façon, alors peut-être plus en réseautage, justement, d'une certaine façon et pas forcément dans la totalité, pour ne pas avoir cette sensation qu'ils jouent leur vie à chaque lien. Et en fait, c'est aussi cette capacité à aller voir et se nourrir de différentes choses qui fait cette richesse d'innovation. Puis après, le dernier élément qui est mentionné, c'est l'expérimentation. Et on sait qu'ils aiment bien justement tester des nouvelles choses, se frotter à des nouvelles réalités. Voilà. Donc, je trouvais que c'était intéressant de voir en quoi ça répondait bien aux caractéristiques du HPI. Et puis après, la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est... Excuse-moi, que je sois sûre de bien comprendre. Lui, il parle de ça pour ceux qui innovent. Pour ceux qui innovent. Et je trouve que ces 5 caractéristiques sont superposables avec le HPI. On comprend mieux pourquoi on va les retrouver souvent dans des fonctions d'innovation et ce qu'ils peuvent apporter dans ces moments de transformation complexe. Voilà. Et puis après, l'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est ce que j'ai pu observer chez les coachés que j'accompagne, qui sont HPI et qui sont dans le monde professionnel. En fait, je vais revenir que sur 4 des éléments que je retrouve le plus. La première, tu en as parlé, c'est tout ce qui est confiance en soi, estime de soi. Et on voit, comme tu le mentionnais, mais c'est souvent parce qu'ils vont être en suradaptabilité et notamment parce qu'ils peuvent du coup avoir du mal à se connecter à leurs besoins. Et donc là, c'est important qu'ils arrivent à se reconnecter à qui ils sont, quels sont leurs besoins pour revenir dans une dynamique positive et puis surtout s'appuyer sur leurs forces, parce que toutes les deux, ce qui nous a réunis aussi, c'est le fait qu'on veut vraiment insister sur les forces et ne pas être sur les aspects souffrance ou plainte.
Ensuite, il y a tout ce qui est autour de l'énergie, parce qu'en fait, ils ont cette puissance, cet enthousiasme, ce côté passionné qui fait qu'ils vont aller faire plein de choses, mais en même temps, potentiellement, ils peuvent être un peu victimes parfois d'un sentiment de toute puissance, ou d'envie de faire trop de choses. Tu sais comment ça s'appelle dans mon métier? Non. L'entéléchie. Entéléchie. C'est-à-dire c'est la motivation autodéterminée, intrinsèque, qui donne cette puissance et cette force intérieure. Voilà, mais qu'il faut parfois canaliser, parce que comme le disait Elodie, après, ils sont tellement engagés, ils font tellement de choses qu'ils peuvent aller trop loin. Et donc là, on va travailler plutôt sur les limites et puis les réorienter, comme tu disais, sur le flow pour qu'ils soient dans une fluidité. Le flow, la concentration intense. Voilà, et là, une fluidité par rapport à ce qu'ils savent faire. Les connecter aussi à leur raison d'être profonde, de qui ils sont, pourquoi ils sont là, et du coup, que ça revienne dans les tripes, hein, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut les reconnecter parfois à ces émotions et ils sont très forts là-dessus. Le troisième élément sur lequel ils ont parfois du mal et commencer à maîtriser ça va beaucoup mieux, c'est tout ce qui est procrastination. Parce que en fait, ils sont tellement perfectionnistes qu'ils peuvent avoir peur d'échouer, du mal à décider, et en fait, du coup, en se reconnectant justement à leurs besoins et à ce qui les motive profondément. Oui, à la question du sens et de leur valeur à eux. C'est ça. Il ne s'agit pas de chercher le sens de la vie, non, de le sens de qu'est-ce qui est important pour eux en fait. Et donc là, ils vont être en capacité d'avancer. Et puis bien sûr, mais là, tu en as parlé abondamment, les émotions. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer aux questions, peut-être avec Sarah. D'accord. Si ça vous va. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, Sarah Boer, qui est, donc, je la rappelle, psychologue, va venir nous faire des synthèses le mieux qu'elle peut, parce que c'est franchement pas évident. On essaiera peut-être sous d'autres formes de répondre à toutes vos questions. On va essayer d'inventer à notre tour des possibilités de poursuivre cette rencontre d'aujourd'hui. J'en profite pendant le transit de Sarah du bureau à côté jusqu'à moi pour remercier très chaleureusement Laure Langlais qui nous a aidés en backup pour permettre que cette rencontre d'aujourd'hui se passe techniquement le mieux possible. Laure est accompagnante en parentalité. C'est une véritable zèbre avec des très belles rayures brillantes et qui brillamment fait de l'accompagnement à la parentalité et qui fait un truc, alors je vous en parle, ça n'a rien à voir, mais j'adore. Elle fait un truc incroyable, c'est qu'elle aide les parents à décoder les pleurs des bébés. C'est-à-dire qu'elle a des grilles d'analyse et elle sait qu'un bébé qui pleure comme ça, ben ça veut dire si, un bébé qui pleure comme ça. Enfin bon, bref, j'adore. Donc merci beaucoup Laure. Et voilà, Sarah. Alors, Donc, il y a eu beaucoup de questions. J'essaie de répondre rapidement aux premières, notamment de savoir si la conférence serait... S'il y aurait un replay. Ouais, oui, de toute façon, c'est diffusé sur Facebook, donc vous aurez la possibilité de le regarder sur Facebook. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, on le postera de toute façon sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube sans aucune difficulté. Alors, il y a eu des questions sur comment gérer le fait d'être HPI. Est-ce qu'il y a des outils lâcher prise pour lutter contre la fatigue, de devoir toujours s'adapter et se justifier du décalage qu'il y a en milieu professionnel. Donc, oui, c'est une question hyper importante. Et ce que je pourrais dire, alors bon, bien sûr, on peut pas, il ne s'agit pas d'avoir un panier de réponses toutes faites et toutes prêtes, mais déjà, ce qui est très important, c'est de ne pas lutter contre soi-même, de ne pas lutter contre ses émotions et de surtout ne pas tenter de gérer ses émotions. On ne gère pas des émotions comme on gère un dossier ou comme on gère un projet. On régule ses émotions et surtout, on fait un pacte avec ses émotions, on les apprivoise, on s'en approche et les seules ressources, d'une façon générale, et encore plus pour l'HP, parce que c'est toujours pareil, ce qu'on est en train de dire, c'est finalement valable pour tout le monde, c'est une question de curseur, d'excès de la normalité. C'est à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que quelquefois, de faire, ça me donne la chair de poule, de faire des micro-pauses, c'est-à-dire c'est à l'intérieur qu'on peut trouver une forme de clairière au milieu de la jungle des pensées, de la jungle des émotions, de la jungle du monde qui nous entoure. La clairière est à l'intérieur, le ressourcement est à l'intérieur. Donc,
toutes les approches, les techniques, les propositions, que ce soit de la relaxation, du yoga, de la sophrologie, de l'auto-hypnose. Évidemment, moi, mon chouchou, c'est la méditation de pleine conscience qui entraîne à aller chercher en soi des ressources d'apaisement. Je trouve que c'est très important de venir régulièrement. Tu sais, c'est comme si tu as un puits et dans ton paysage intérieur, tu as un endroit, tu as un puits et régulièrement, tu descends ton seau au fond du puits pour en ressortir un seau d'eau fraîche. Et ben, il me semble que c'est ça, en tout cas, le mouvement, l'attitude, la possibilité. Voilà, après, on ne peut pas rentrer dans des détails. Alors, il y avait des vraies questions de plusieurs personnes, donc, notamment Camille et un anonyme, qui voulaient avoir des conseils pour aborder le sujet du HPI en entreprise. Comment évoquer intelligemment son HPI à un recruteur, un futur employeur? Est-ce qu'il faut le faire, pas le faire? Et comment inciter les RH à prendre connaissance de cette particularité et l'intégrer comme une autre? Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas très prudent d'arriver en disant, voilà, alors je vais vous expliquer comment je fonctionne. Alors maintenant, les petits cocos, vous avez intérêt à bien vous comprendre, hein, parce que sinon, ça ne va pas aller. Ou même de prendre cet argument comme un argument pour dire, de toute façon, je suis HP, donc vous avez intérêt à me recruter moi plutôt que le voisin. Vraiment, je ne crois pas du tout que ce soit la bonne attitude, hein, tu me confirmes, que ce soit la bonne attitude. De la même façon, si tu vois, pour décaler le sujet, qu'un parent qui va voir un enseignant avec le bilan en disant, écoutez, regardez, mon enfant fonctionne comme ça. Alors maintenant, vous avez intérêt à faire les aménagements nécessaires parce que sinon, mon enfant va être malheureux à cause de vous. Ça ne marche pas. Un parent, s'il doit en parler avec un enseignant, ce qui est souvent la bonne idée, il faut qu'il puisse aller voir l'enseignant en disant, voilà, bon, j'avais remarqué un certain nombre de particularités de fonctionnement de mon enfant, j'ai donc fait un bilan. Effectivement, il a des particularités, sans parler de quoi que ce soit, d'identification de quoi que ce soit, et donc j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de vous. À ce moment-là, tu remets l'autre dans un sentiment de compétence et tu lui donnes la possibilité d'aider. Et je crois qu'en entreprise, c'est la même chose, c'est-à-dire de pouvoir exprimer d'abord les singularités de sa personnalité, de son fonctionnement, comme n'importe quelle personne qui souhaite se faire recruter va mettre en avant. Hein, donc voilà. Et puis après, au fil de l'eau, si plus tard, quand on est intégré, qu'on est recruté, on peut en parler, mais vraiment, je ne conseille pas du tout parce que. Et moi, je pense également que ce n'est pas forcément bon à dire et qu'après, exactement comme tu dis, Jeanne, il vaut mieux poser ses besoins et ses modes de fonctionnement, mais comme n'importe qui pourrait le faire. Et puis, il n'y a pas besoin de mettre l'étiquette qui va faire peur ou qui va cataloguer, etc. On peut tout à fait simplement exprimer qui on est, de quoi on a besoin pour fonctionner au mieux avec son manager, avec son environnement, qu'est-ce qui va nous nourrir, qu'est-ce qui est important pour nous, mais en étant dans un dialogue et en tout cas, surtout pas en imposant et en ayant cette étiquette qui ne va pas apporter grand-chose. Après, simplement dans le choix du mot HPI, nous, pour aller voir les entreprises et sensibiliser les RH, etc., on a délibérément choisi ce mot de haut potentiel intellectuel parce qu'on est parti du principe que ceux qui sont un petit peu sensibilisés au sujet vont comprendre ce qu'on met derrière et ceux qui veulent comprendre que au potentiel performant, etc., quelque part, ils ne vont pas nous intéresser et tant pis. Mais cette terminologie permet d'être un peu prudent et d'y aller un peu à pas de velours pour prendre les gens qui vont être suffisamment en ouverture. Et l'essentiel, c'est vraiment de proposer un environnement qui va répondre au potentiel, mais il peut le poser lui-même sans mettre cette étiquette. Oui, et surtout que justement, moi, j'aime pas du tout cette notion d'étiquette et encore moins de case. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est identifié comme ceci ou comme cela qu'on est dans une case. On est tous singuliers. Après, on a tous des caractéristiques. Et ça, c'est important. On n'est pas dans des cases. Et faire une identification, c'est ni mettre une étiquette, ni mettre dans une case. C'est simplement donner à chacun la possibilité de mieux se comprendre, de mieux se connaître et d'avoir plus de visibilité sur son territoire intérieur, parce que c'est toujours plus facile d'avancer dans la vie avec sa propre carte du territoire qu'avec la carte de territoire du voisin. Alors, il y a Dorian qui nous demandait comment vous aidez à présenter les HPI dans les entreprises, en tout cas. Et puis Sophie qui demandait comment un employeur peut-il faire pour détecter un collaborateur HPI.
Je crois que ça, c'est notre boulot. Enfin, c'est le boulot de tous ceux, d'ailleurs, même parmi ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de ce sujet-là avec les entreprises. C'est que je pense que c'est vraiment un boulot d'information, tu vois. C'est vraiment un boulot de pouvoir, comme disait Marion, de rencontrer les DRH, de rencontrer les chefs d'entreprise. On en parle de plus en plus. Donc, même si on ne parle pas directement de l'entreprise, les employeurs peuvent comprendre qui sont ces personnalités-là et du coup se poser des questions et du coup être intrigués par un profil ou par un autre. Et tu vois, c'est comme ça. Et puis, le mieux qu'on pourra aller intervenir dans les entreprises pour raconter tout ça, c'est formidable parce que ça fait vraiment avancer tout le monde. Ça fait avancer tout le monde. Et il y a vraiment l'idée, en tout cas, qui revient souvent, c'est-à-dire d'être considéré comme une ressource en fait pour l'entreprise en tant qu'HPI et pas comme quelqu'un de bizarre. Ouais. Mais peut-être que c'est pas en tant qu'HPI finalement, c'est en tant que personne qui a des choses à proposer. C'est oui, tu vois. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est important et c'est bien aussi l'objet de notre proposition d'aujourd'hui. C'est de faire ressortir les ressources parce que on peut soi-même se sentir. C'est-à-dire que c'est assez compliqué comme question. Alors, je ne crois pas qu'on puisse la balayer si vite, même si je vais essayer d'aller vite. On peut soi-même se sentir bizarre à cause de ce sentiment de décalage à l'intérieur de soi et en même temps s'appuyer soi-même sur toutes ces ressources pour faire, comme on le disait tout à l'heure, briller ces ressources. Mais ça peut par moments pour soi-même être inconfortable. Mais ce qui est important, c'est que petit à petit, il y a une espèce de mouvement qui entraîne, tu vois, un cercle vertueux, un peu comme les pales d'un moulin à eau. Et au début, ça grincouille un peu, c'est un peu compliqué. Et puis petit à petit, ça génère de plus en plus d'énergie. Et ça génère de plus en plus d'énergie et de confiance en soi pour le HP. Et du coup, la balance entre l'inconfort et le sentiment soi-même d'être bizarre parce que différent des autres, parce que c'est pas la différence qui donne cette sensation bizarre, et c'est le sentiment de différence. Et donc petit à petit de faire une balance entre ce que l'on ressent de soi, ce que l'on vit, ce que les autres comprennent de ce que l'on est, et toute cette là encore, tu vois, toute cette intrication subtile et modifier les équilibres. Ouais, parce que certains disent qu'il est très difficile d'expliquer que l'on utilise son intuition face à des raisonnements linéaires de cause à effet. Et donc, les personnes ont du mal à retranscrire leur cheminement de réflexion en, fait, en entreprise. Alors moi, je donne souvent, j'ai fait beaucoup de groupes avec des personnes, des adultes au potentiel et qui vont bosser dans des entreprises. Je me souviens d'ailleurs d'un directeur de banque qui était, alors lui, il était très très émotif, c'était une de ses caractéristiques au potentiel, et en fait, il dirigeait des gros conseils d'administration, mais dès que quelque chose le touchait, et beaucoup de choses le touchaient dans la vie, il avait les larmes aux yeux. Donc, en fait, il s'était inventé un problème d'allergie par rapport à ses collaborateurs en disant que régulièrement, il pouvait avoir les larmes aux yeux, mais que rien. C'était juste qu'il avait un problème d'allergie. Il avait raconté toute une histoire pour... Alors, donc, tout le monde savait que ce directeur avait régulièrement les larmes aux yeux, mais que ça n'avait rien à voir. Donc, il s'en était dépatouillé comme ça. Tu vois, après, c'est des petits arrangements avec soi-même, des petits arrangements avec les autres. De la même façon que moi, j'ai souvent conseillé, conseillé à des HP en entreprise qui, justement, avaient énormément de mal à dire tout d'un coup en pleine réunion, mais de toute façon, c'est évident, il faudra faire en 2025 une voiture rouge, et que tous les autres le regardent comme ça avec les yeux écarquillés, alors qu'ils ont tous la sous-chemise jaune, la sous-chemise verte, tout ça dans la chemise orange, avec les études Conti, les études Cali, et tout ce qui a pu être décortiqué de façon linéaire pour réfléchir à quelle serait la couleur de la voiture en 2025. Et en fait, ce que j'ai souvent conseillé, je ne sais pas si ça peut marcher pour tout le monde, enfin voilà, ce que moi j'ai souvent conseillé, c'est de refaire un raisonnement à l'envers. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on a dit un truc et qu'on n'avait aucun élément
pour le justifier, et ben de les trouver dans Post-rationalisation. c'est ça, c'est de la exactement, c'est de la post-rationalisation, et de trouver dans son intelligence, dans son environnement professionnel, dans ses compétences, la possibilité de dire mais si, parce que en fait, voilà, je vous explique, comme on l'a dit à la dernière réunion, comme machin vient de le dire dans cette réunion, comme l'a dit le grand Manitou, le chef, comme nous avions bien vu l'année dernière, on peut donc penser, c'est-à-dire de venir argumenter de façon, c'est un peu du bluff, mais on est tous un peu dans une façon ou d'une autre, c'est un gentil bluff, mais c'est pour faire passer une idée. Parce que sinon, les gens, si tu dis, ah ben c'est juste que j'en ai eu l'intuition, bon ben ça va, c'est même pas la peine de le dire. Et je crois que c'est important. Et moi, ce qui me semble important aussi, c'est que toutes ces capacités dont on a parlé tout à l'heure, finalement, comme il est très en empathie, il va d'abord penser peut-être plus facilement à l'autre qu'à lui, le HPI, et peut-être déjà de revenir à lui, comme on n'a pas cessé de le dire, et quelque part de tirer parti de toutes les ressources qu'il met d'habitude au service de l'autre, de se les appliquer à lui-même, d'aller se connaître et d'aller capturer tout ça, pour du coup être encore plus en équilibre, en alignement tête et cœur lui-même, ce qui va lui permettre après d'être en osmose plus grande encore avec le monde qui l'entoure et de pouvoir faire encore plus de choses et d'être encore plus épanoui en fait. Mais de ne pas s'interdire de s'intéresser à lui. De ne pas s'interdire son propre fonctionnement. Et de mettre son propre fonctionnement à son service, parce qu'en fait, toute cette puissance, parfois, elle est mise à l'écart, et de se l'appliquer à lui-même, là, et d'accueillir finalement simplement qui il est, tout simplement dans sa singularité, comme on le disait. Ok, bon, il y a plein d'autres questions, mais je crois qu'on a il est 13h02. Est-ce que oui, bah, peut-être une dernière question. Il y avait des questions sur le fait que par rapport aux statistiques de Elodie, sur le fait que des HPI soient plus sujets au burn-out. Est-ce qu'il y a eu des études en entreprise sur le burn-out des HPI par rapport à... Peut-être qu'on peut laisser... Mais Elodie, je ne crois pas qu'elle puisse répondre vraiment à cette question-là précise. Vas-y. Alors, je vais passer aussi la question par rapport au harcèlement, il me semble, dans le chat. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas en tête ce type d'études. Ce qu'il faut savoir, il y a eu beaucoup d'études faites sur les HPI par rapport aux caractéristiques de personnalité. Ça, c'est quelque chose où, voilà, il y a déjà eu beaucoup d'articles scientifiques sur ce sujet qu'on connaît déjà assez bien. Mais par contre, beaucoup moins sur la sphère, le monde du travail. Ça, c'est quelque chose qui a été moins exploré pour l'instant par rapport à la question des HPI. Donc effectivement, par rapport à ces thématiques que j'ai vu passer effectivement dans le chat, du harcèlement ou du burn-out, personnellement, je n'ai pas en tête d'études par rapport à ça. Après, nous, on est aussi heureux justement d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous, après, ce qu'on peut voir pour accueillir beaucoup d'HPI dans nos accompagnements professionnels ou dans nos bilans de compétences, c'est des situations, mais ça on en a un petit peu parlé par rapport aux résultats de l'étude, où les HPI sont un petit peu comme des postes avancés de sensibilité par rapport parfois à des situations dans le travail ou dans le management qui ponctuellement peuvent être difficiles, et avec une tendance à ressentir un petit peu de manière avancée ou avant les autres ces situations compliquées, d'où la porosité au burn-out que nous, oui, on a tendance à constater ça de manière clinique dans les accompagnements que nous faisons. Voilà, comment je peux répondre à cette question. Je dis que tu peux peut-être aussi répondre à la question, y a-t-il des professions idéales pour les HPI? Des professions idéales pour les HPI? Par rapport à ton expérience d'accompagnement? Alors, non, il n'y a pas de profession idéale pour les HPI, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Les seules choses qu'on peut dire, c'est que premièrement, ça c'est vraiment des tendances. Quand on regarde par rapport aux tests d'intérêt professionnel, les HPI sont plus nombreux que la moyenne à déclarer des intérêts pour des professions avec une forte dimension intellectuelle et de réflexion, mais aussi une forte dimension créative, voire artistique. Mais j'insiste bien là-dessus, ce ne sont que des tendances. C'est-à-dire que même si on remarque un petit peu plus de propension des zèbres à déclarer ces intérêts-là, ces attraits-là, ça n'est jamais que par rapport à la moyenne des personnes. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tous les surdoués, tous les HPI, qui sont extrêmement divers au-delà des caractéristiques communes dans leur fonctionnement et dans leur goût. Cela dit, il y a quand même un point commun, c'est que c'est très difficile. C'est difficile pour tout le monde de faire des choses qu'on n'aime pas faire.
Mais pour le HPI, c'est particulièrement insupportable. Et ça se retrouve dans le monde du travail parce qu'il y a parfois presque une forme de piège. C'est-à-dire que de la même manière qu'un enfant ou un adolescent à l'école, on va lui dire: «Bah, tu sais très bien faire ça, peut-être tu devrais choisir cette matière ou cette option» et cetera. Et le HPI, il y a plein de choses qu'il sait très bien faire. Sauf que parfois, il se retrouve dans un piège par rapport à ses goûts. Effectivement, faire des activités, mener des activités dans le cadre professionnel qu'au fond, il n'aime pas faire. Et pour arriver à prendre ce recul par rapport à ça et à mettre le doigt sur ce qui le dérange profondément, parce que pour lui, c'est réellement insupportable de faire quelque chose qui est désagréable, ben, il faut arriver voilà, c'est pas toujours évident de prendre ce recul-là. Mais il n'y a pas de profession idéale. En revanche, c'est important pour lui de mener cette réflexion sur dans quoi il est bien. Voilà. Merci beaucoup, Élodie, et merci pour ton énergie à nous faire passer cette idée. C'est génial. Donc, on arrive à la fin de ce moment partagé. Donc, mille merci à toi, Élodie, Anthony, qui chaque jour accompagne avec cette perspective de monde professionnel les HPI. Merci à toi, Sarah Bauer, idem, qui chaque jour accompagne individuellement les HP ou autres zèbres pour pour faire des bilans de compétences et avec vraiment voilà ce regard bien singulier que nous avons à Cogitose autour de ces profils-là. Et c'est important, même quand on fait un bilan de compétences, c'est archi important d'être avec des professionnels qui ont ça aussi dans la tête. Parce qu'on peut sinon passer, quand on a ce profil-là, vraiment à côté de soi-même. Enfin, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et on est toutes là, je crois, bien d'accord sur ce point. Donc, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Marion Genot, de nous emmener de l'autre côté, de l'autre côté du miroir, dans le monde professionnel. Et oui, c'est essentiel qu'on insuffle cette envie des DRH, des RH, des patrons qu'on vienne leur parler de qui sont ces zèbres aux multiples talents et parfois et quelquefois qu'on a du mal à dompter, mais quand on les laisse avec un peu de liberté, eh bien c'est beaucoup de puissance et de possibilités. Et merci à toutes les équipes de Cogitose d'être là pour permettre que ce projet puisse exister. Et puis j'ai oublié quelqu'un ou pas? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et puis si, quand même dire que donc on va s'employer là dans les semaines qui viennent à proposer, c'est déjà le cas dans certains centres Cogitose, des groupes de parole de haut potentiel et monde professionnel pour tricoter une fois encore, moi j'aime bien cette notion de tricoter ensemble des choses confortables pour tout le monde, donc partager, échanger, élaborer, co-construire. Le monde est à l'intelligence collective et ça c'est particulièrement important. Et puis proposer des interventions d'entreprise. Enfin, on va essayer de faire le max possible les unes et les autres. Élodie propose aussi des formations pour ceux qui souhaitent se former au bilan de compétences avec ce regard HP, donc vraiment cette intrication de bilan de compétences et de HP. Enfin bon, on essaye le mieux qu'on peut de déployer et de croiser nos connaissances et nos compétences pour faire avancer tout ça et être au plus près de ce dont chacun a besoin. Et merci à tous ceux qui, pour leurs questions, merci à vous, c'était très riche en échange. Merci à tout le monde. Merci, à très très bientôt. Ciao, ciao.